Dofus est sur le point de fêter ses 22 ans. 22 ans durant lesquels des milliers d'objets en tout genre ont été ajoutés en jeu. Si l'histoire de la plupart d'entre eux est plutôt banale et qu'il est possible de facilement les obtenir, ce n'est pas le cas de tous ces objets. Puisqu'une poignée d'entre eux sont particulièrement rares, n'existant qu'en quelques centaines voire dizaines d'exemplaires, leur procurant ainsi une valeur parfois très élevée, ces derniers étant prisés des collectionneurs, et ce même quand il s'agit d'objets qui ne sont pourtant pas si utiles que ça. Pourquoi sont-ils si rares que ça, et combien d'exemplaires en existe-t-il approximativement? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans le 9e épisode de ce format de vidéo, dont le premier épisode sortait il y a presque 5 ans, puisque c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, petit update du dernier épisode, pour vous dire que la figurine Crossmaster Terminatot Gold, dont je vous avais parlé en vous disant que j'ignorais si elle avait vraiment existé un jour en jeu, a bien existé, puisque suite à ma vidéo, l'un d'entre vous en a retrouvé une dans sa banque qu'il a vendue au prix plutôt raisonnable de 70 millions de Kama. Avant de découvrir les objets de ce 9e épisode, donnez-moi un instant pour vous parler d'un RPG tactique au tour par tour gratuit, jouable sur PC et mobile, dans lequel vous pouvez constituer votre équipe parmi les milliers de champions disponibles, afin de participer aux nombreuses activités et modes de jeu proposés qui vous attendent dans ce monde épique. Ce jeu, c'est Raid Shadow Legends, et bonne nouvelle, en ce moment, un nouvel event autour du Magicien d'Oz vient de débuter. À cette occasion, vous pouvez obtenir le champion légendaire Dorothy Gale simplement en vous connectant 7 jours durant l'event, qui se terminera le 19 novembre prochain. Un champion incontournable dans votre équipe puisqu'il peut retirer les buffs de vos adversaires et les immobiliser avec des effets de contrôle, et qui gagne en puissance si vous le combinez à d'autres personnages du Magicien d'Oz, tels que le bûcheron en fer blanc, l'épouvantail ou encore le lion poltron. Pendant cet event, vous pouvez également découvrir un donjon événementiel limité dans le temps, ayant pour boss Ozilda la méchante, vous permettant d'obtenir de l'équipement chronophage et d'autres précieuses récompenses. Rassurez-vous, même s'il s'agit d'un donjon temporaire, vous avez constamment accès à d'autres donjons très sympas. C'est d'ailleurs une de mes activités favorites. Pour découvrir cet event et tout le contenu de Raid, vous pouvez scanner mon QR code ou utiliser mon lien en description pour bénéficier également de nombreux avantages, à commencer par l'énorme pack de démarrage qui contient le champion légendaire Narmal à ressusciter. Vous pouvez également utiliser l'un des codes suivants dans les 48 heures qui suivent le téléchargement via mon lien pour débloquer le champion légendaire de votre choix parmi les 4 proposés. Je vous recommande Alice la flâneuse qui, avec sa polyvalence, trouve sa place facilement peu importe votre équipe et qui tape fort. Il y a aussi Dorothy Gale à obtenir gratuitement si vous vous connectez pendant 7 jours. Enfin, vous pouvez aussi récupérer le champion épique Konolu si vous parvenez à atteindre le niveau 15. Rejoignez-moi au jeu sous le pseudo Lichefr et dans le clan de la Team Lich, et pensez bien à télécharger le jeu via mon lien ou QR code pour pouvoir obtenir les bonus et champions dont je vous ai parlé et pour soutenir la chaîne. Sur ce, on commence avec le T-Rumb. On a tendance à l'oublier, mais parmi les nombreuses branches d'Ankama, il y en a une dédiée au développement et à l'édition de jeux de société. C'est donc sans surprise qu'en octobre 2024, Ankama a lancé une campagne de financement participatif sur GameFound pour son nouveau jeu de plateau Rumble Planet. Un battle royale futuriste avec des figurines dans des décors en 3D dont les prototypes étaient bien avancés. Qui dit financement participatif dit évidemment récompense pour les contributeurs. Parmi elles, il y en a une en particulier qui va attirer les joueurs de Dofus, puisqu'il s'agit d'un code permettant d'obtenir un montilier d'apparat inédit, le Casadorus Rex, qui est au nom et à l'effigie d'une figurine exclusive et centrale du pack d'extension Boss, qui devait renouveler l'expérience de Rumble Planet à travers un nouveau mode de jeu. Après plusieurs mois de campagne, ce sont un peu moins de 3000 € qui ont été récoltés grâce aux 915 contributeurs. Une fois la campagne terminée, ces derniers ont reçu par mail en juin 2025 un code leur permettant d'obtenir leurs précieux cosmétiques, dont le nom a changé entre-temps, puisqu'en jeu, le Casadorus Rex apparaît sous le nom du T-Rumb, dont il n'existe ainsi que 915 exemplaires, voire moins, car il est probable qu'une partie des contributeurs étaient juste intéressés par le jeu de plateau, et ne jouent pas forcément à Dofus. Tous les codes n'ont donc pas dû être utilisés. Au moment où je vous parle, il y en a un en vente à 226 millions de Kama sur Orukam, ce qui ne me surprend pas puisque vous l'aurez compris, il est très rare. Même si aujourd'hui, il est risqué d'investir de si grosses sommes dans des cosmétiques, puisqu'ils sont susceptibles de revenir dans la boutique. Notez que 6 mois après la distribution des codes, Ankama a finalement annulé le projet Rumble Planet, qui était pourtant à un stade avancé, en raison, je cite, d'une succession de défis imprévus qui se sont accumulés, et plus particulièrement des difficultés à pouvoir exporter vers les États-Unis. Tous les contributeurs ont donc été remboursés et n'ont jamais reçu leurs produits, à l'exception du Montilier qui lui avait déjà été distribué en jeu, permettant en fin de compte à ceux ayant contribué de l'obtenir gratuitement. La lame Usyk. En juin 2025, Ankama organisait un gros event de fête de la Fanfon,
dont le principe était le suivant. Composer une musique d'au moins 60 secondes utilisant l'un des 4 samples fournis et imposés par groupe de 1 à 3 joueurs, le tout sans utiliser l'intelligence artificielle. À la clé, de nombreux cadeaux numériques sur tous les jeux d'Ankama et même des goodies physiques, des récompenses qui vont attirer plusieurs artistes qui vont tenter de séduire le jury composé de Gigi et de Peach, les 2 mastodontes de l'audio de chez Ankama. Ces derniers vont élire 3 groupes gagnants à l'issue d'un mois de compétition, mais ce n'était pas encore perdu pour les autres participants, puisqu'il y avait également une phase de vote du public, à l'issue de laquelle ce sont 4 groupes supplémentaires qui ont été sélectionnés par la communauté et qui ont eux remporté uniquement les récompenses numériques. Ce sont ainsi 16 joueurs issus de chaque groupe gagnant qui ont remporté les nombreux cadeaux offerts sur chaque jeu. Parmi ces cadeaux, la très convoitée flûte, dont on a déjà parlé dans ce format, et un nouveau titre inédit de Fanfaron de la Fanfon. Les gagnants ont eu la surprise de découvrir que sur Dofus Retro, celui-ci s'obtenait via un nouvel objet d'apparat qu'il fallait équiper, la lame Uzik. Un apparat de hache qui, en plus de donner le titre, a la particularité d'émettre des petits effets sonores supplémentaires lorsqu'elle est utilisée. On pouvait s'attendre à ce qu'elle soit redistribuée lors de la fête de la Fanfon de cette année, sauf que cette fois les gagnants ont reçu un parchemin qui donne directement le titre, et non pas la lame. Celle-ci n'existant qu'en 16 exemplaires et n'étant visiblement pas offerte systématiquement à chaque concours musical, est donc extrêmement rare, bien que liée au compte. Il est d'ailleurs probable qu'il y ait moins de 16 exemplaires en circulation, car parmi les gagnants, certains ne jouent pas à Dofus Retro. Parmi les vainqueurs, on retrouve d'ailleurs Saris, dont on a déjà parlé dans ce format, puisqu'il est l'heureux propriétaire de la très rare flûte à son nom, faite sur mesure pour lui en 2007, afin de le récompenser pour ses Dofus Fan OST. Des albums de musique dans l'univers de Dofus qu'il a composé lui-même et qui avaient pas mal circulé au sein de la communauté. Pour finir sur ce sujet, le nom de cet item vous est probablement familier, puisque sur Dofus 3, il s'agit d'un item de niveau 200 fabricable par n'importe qui, avec une apparence très similaire. L'harnachement de Volcorn DOS et Azur. Durant l'été 2019 sortait la 3e édition de Temporis, sur le thème de Bonta versus Brakmar. Une édition dans laquelle les joueurs devaient choisir l'un des 2 camps, les empêchant de jouer avec les joueurs du camp adverse. L'objectif étant par la suite de rapporter un maximum de Kama à sa cité pour la faire gagner. Bon, c'est un résumé très simplifié, il y avait quelques autres spécificités comme le fait d'aller en prison en cas de défaite en aggro, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'était une édition très particulière en comparaison aux autres qu'on a connues avant et après celle-ci. C'était un parti pris d'Ankama de tenter un truc qui sortait du cadre. Et si certains l'ont apprécié, il faut admettre que c'est loin d'avoir été le Temporis qui a eu le plus de succès. Notamment car il était difficile d'obtenir les tempotons nécessaires pour débloquer toutes les récompenses proposées. La récompense la plus élevée, l'harnachement de Volcorn DOS pour les joueurs brakmariens et l'harnachement de Volcorn Azur pour les bontariens, aurait même carrément été impossible à obtenir. Car pour choper les 38 tempotons nécessaires à leur achat, en plus des succès individuels à réaliser, il aurait fallu débloquer des succès communautaires demandant de dépasser des paliers de plusieurs milliards de Kama rapportés pour sa cité, à l'échelle du serveur. Ankama aurait réduit le nombre de Kama nécessaires pour valider les paliers les plus difficiles à atteindre, mais ça n'aurait pas suffi. Selon le témoignage d'un des possesseurs de ces 2 apparats, aucun joueur n'aurait réussi à obtenir ces apparats à l'issue de cette 3e édition de Temporis. Mais alors dans ce cas, comment s'y est-il pris ? Eh bien, il semblerait selon ses dires que pour compenser, Ankama l'aurait ajouté pendant moins de 24 heures en vente auprès des marchands de la milice, au prix de 150 alitons et sous réserve d'avoir au moins 18 000 points de succès. Tout le monde n'ayant pas autant d'alitons sous le coude et la vente ayant été express, ce qui fait que de nombreux joueurs sont passés à côté de l'info, font qu'aujourd'hui ces 2 harnachements sont particulièrement rares. Il y en a peut-être une petite centaine, voire même que quelques dizaines d'exemplaires de chaque en circulation. Il y a un an, alors que je me renseignais sur eux, j'avais vu de l'Azur à 22 millions de Kama en hôtel de vente, ce qui m'avait fait douter de leur rareté, sauf qu'il a très vite été vendu. Et depuis, je n'ai jamais revu aucun de ces 2 apparats en vente. Diverses pierres d'âme atypiques. Dans ce format, on a eu l'occasion de parler de plusieurs pierres d'âme contenant des groupes de monstres rares et originaux qui ne sont pas censés pouvoir exister. Qu'il s'agisse de celles des 4 maîtres Kor'bak, de la double Fuji Givrefou que je possède moi-même, ou encore de celles qui contiennent 2 à 8 avis de recherche ou autres monstres spéciaux, type Cruor le Chafer-Aï, qui ne sont pas censés être en plus d'un exemplaire par combat. Bon, déjà j'ai une mauvaise nouvelle à leur sujet. Toutes ces pierres qui ont une histoire vont bientôt disparaître, puisqu'en février ou mars 2027, toutes les pierres d'âme obtenues avant la mage 3.5 seront supprimées. Le format de celles-ci ayant été revu lors de cette mage, ils nous ont prévenu que dans un an elles disparaîtraient si on ne les avait pas utilisées d'ici là. Une mention permet d'ailleurs de voir si vous les avez obtenues avant la mage ou non. Pour l'occasion, ce sont donc énormément de captures qui vont disparaître, parmi lesquelles d'autres pierres atypiques dont je ne vous avais pas encore parlé jusqu'à présent. C'est donc le moment ou jamais de voir tout ça. Les premières dont on va parler concernent les anciennes versions du combat du Shenmue.
Depuis 2010-2011, ce dernier est systématiquement accompagné d'une branche soignante, d'une invocatrice et d'au moins un quatrième monstre, si ce n'est plus, selon le nombre de combattants présents dans le combat. Mais avant ça, pendant longtemps, le combat se faisait uniquement contre le Shenmue, accompagné d'une branche invocatrice et d'une soignante. Il n'y avait pas d'autres monstres. C'est d'ailleurs encore ce groupe qu'on affronte sur Retro. Une composition qui a donc disparu depuis plus de 15 ans, mais dont il existe encore des pierres d'âme. Compte tenu de leur ancienneté et de leur rareté, elles sont donc très rares, d'autant que la plupart ont été utilisées en arène. Elles ont ainsi une certaine valeur auprès des collectionneurs. Plus surprenant, il existe une version du combat encore plus ancienne. Cette fois, on parle de pierres qui datent d'il y a 20 ans, puisqu'avant que son donjon ne soit créé en février 2007, le boss a été pendant 2 ans en liberté dans la forêt, et il était cette fois accompagné de 2 branches soignantes, sans aucune invocatrice. Le système de capture ayant été implanté 1 an avant la sortie du donjon, les joueurs ont donc eu l'occasion de le capturer. Et on sait que des captures de cette ancienne version du combat ont bien existé, en témoigne ce screen pris en arène. Est-ce que quelques-unes de ces pierres ont survécu 20 ans après? Difficile de l'affirmer. Si on remonte même plus loin en arrière, il y a encore eu d'autres versions, avec le Shenmue seulement niveau 200 et non 800, ou même une version avec 2 soignantes et 2 invocatrices, mais je doute qu'il ait été possible de capturer ces dernières à l'époque. Bien plus récemment, fin mars 2025, il y a eu pendant quelques jours un event organisé dans le cadre de la campagne Kickstarter de la saison 5 de Wakfu, qui consistait en une invasion de monstres de Freegost sur le vieux continent, avec différentes familles de monstres susceptibles d'apparaître dans des zones qui leur étaient attribuées. Des familles qui, il me semble, devaient remplacer les groupes de monstres qu'on y trouve habituellement, qui avaient été déplacés pour l'occasion. Sauf que les archimonstres habituels n'ont eux pas été déplacés. Ils pouvaient donc apparaître aux côtés des monstres de Freegost. C'est comme ça que des pierres d'âme contenant par exemple des archipieux aux côtés de fantômes pirates sont apparues. Autre type de pierre assez récent et original que vous avez peut-être croisé, c'est celui-ci, où l'on peut voir 2 archers qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas censés apparaître ensemble, qui sont pourtant réunis dans un même combat, et ce alors qu'ils ont des zones d'apparition différentes. Ces pierres sont nées d'un combo de 2 mises à jour. La première date de 2019, lorsqu'Ankama a fait une refonte de la presqu'île d'Edraguf. Pour l'occasion, ils ont revu les familles de monstres de la zone en supprimant plusieurs monstres, parmi lesquels 12 archis. Pour ne pas léser les joueurs qui possédaient des captures de ces derniers et pour permettre aux joueurs de continuer de les capturer, le nom de ces archis a été attribué à d'autres monstres du jeu, qui eux n'avaient pas d'archimonstres qui leur étaient associés. Par exemple, Drafalgan l'effervescent, qui avant était un archi Draguf, est devenu un archi Vétoran, bien qu'il ait gardé son nom. Problème, les noms ne correspondaient plus trop aux monstres auxquels ils étaient associés. 1 an plus tard, Ankama a donc changé le nom de ces 12 archis pour une meilleure cohérence. Autrement dit, si on reprend cette pierre d'âme, elle correspond à une ancienne capture de 2 archis Draguf dans un même combat. Des archis dont le monstre associé et le nom ont finalement changé au fil du temps, suite à la suppression des monstres de base, ce qui fait de ce type de pierre des reliques assez rares. Les doubles archimonstres sont assez peu fréquents, même si ça ne vaut pas non plus une fortune, puisque ça peut arriver qu'on en croise, mais là, le fait que ça concerne 2 monstres qui n'existent plus et qui ont donc été modifiés, ça change la donne. Quoi qu'il en soit, toutes ces captures dont on vient de parler sont hélas vouées à disparaître dans les prochains mois. Depuis que l'annonce de leur suppression a été faite, elles n'ont ainsi plus aucune valeur. Les objets avec l'apparence de la purée Picfel. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet? Il s'agit de la purée Picfel, une ressource qu'il n'est en théorie pas possible d'obtenir, puisqu'il s'agit d'un objet qui est simplement là en guise de debug. En effet, lorsqu'un objet est supprimé des fichiers du jeu, mais qu'il est encore présent dans les inventaires des joueurs, ces derniers vont alors voir leur objet transformé en purée, voué à disparaître rapidement de leur inventaire. Autre scénario, lorsqu'un objet n'a aucune image qui lui est associée, il va alors automatiquement prendre l'apparence de cet objet, plutôt que de ne rien afficher, ce qui explique que certains d'entre vous l'aient déjà vu. Une situation qui se produit par exemple lorsqu'un objet pas encore terminé est visible dans l'encyclopédie, lorsqu'un objet existant a le droit à une nouvelle apparence qui n'est pas encore implantée, ou encore lorsque l'apparence d'un objet est supprimée des fichiers du jeu alors que l'objet, lui, est encore présent dans l'inventaire des joueurs. Des fois, c'est aussi juste là à cause d'un bug qui empêche de faire le lien entre un objet et son image. Le nom de la purée vient d'ailleurs de sa fonction, pour indiquer que l'image n'ayant pas été trouvée, il s'agit d'un pur epic fail. Sa description nous le précise également. Généralement, un objet ayant cette apparence ne la garde pas trop longtemps, car la plupart du temps, Ankama identifie le souci et le corrige rapidement, pour que l'objet retrouve son apparence normale. Ce sont donc des objets qu'il est difficile de conserver dans le temps. Il existe cependant certains objets qui y ont échappé pendant plusieurs années, et que les collectionneurs cherchaient à acquérir à tout prix. Un bon exemple est celui des armes éthérées.
Lorsqu'Ankama a annoncé qu'il prévoyait de les supprimer, plusieurs joueurs se sont amusés à mimibioter des armes classiques afin de leur donner l'apparence de leur arme éthérée. Ainsi, le jour où Ankama a supprimé les armes éthérées du jeu et des fichiers, les armes mimibiotées ne pouvaient plus afficher leur apparence éthérée, et affichaient donc par défaut l'apparence de la purée Picfel. Une apparence qu'elles ont gardée quelques années avant finalement qu'Ankama trouve une solution pour y remédier. D'ailleurs, grâce à Uji qui en possédait une et que je remercie, on découvre que c'est désormais l'apparence de l'item sur lequel l'appara était appliqué qui s'affiche, bien qu'il soit mentionné qu'il ait une apparence inconnue. Peut-être qu'il existe encore des objets qui sont passés entre les mailles du filet et qui ont encore l'apparence de la purée aujourd'hui, mais si c'est le cas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ankama s'en aperçoive et corrige ça. J'ai fait le tour pour le 9e épisode de ce format, pour lequel on va aller au moins jusqu'au 10e épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si vous avez des objets en tête dont je n'ai encore jamais parlé. Si vous appréciez toujours ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à Red de l'avoir sponsorisé, je vous remets le QR code en plus du lien que vous avez en description si vous voulez essayer le jeu et récupérer tous les bonus dont je vous ai parlé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous, ciao.